Il est 7h dans les studios de ZAEFM, mais quand il est 7h, c'est le tout premier journal de votre radio. Le journal. Pour ce tout premier journal au niveau de la radio de l'excellence, c'est Sabine Kikbadé qui va vous présenter ce journal. Bonjour Sabine. Bonjour Tatiana, chers auditeurs, bonjour. Merci de nous préférer pour vous informer. À la technique Raoul Santos, au micro Sabine Kikbadé. Bienvenue dans ce journal dont voici les titres. Le problème domanial, un véritable casse-tête au Bénin, que dit la réforme foncière à ce propos? Élément de réponse dans ce journal. Désormais, tous les organes de presse doivent se conformer à la loi organique en vigueur au Bénin. C'est une décision de la Haute Autorité de l'Audiovisuel et de la Communication HAC. En quoi consiste cette décision? Les précisions dans cette édition. Voilà pour le sommaire. Comme dans bon nombre de pays africains, la question de l'accès à la terre est cruciale et malheureusement le Bénin n'échappe pas à cette situation. Au Bénin, lorsqu'on évoque cette question, les visages des uns et des autres se crispent et l'on peut lire un certain désarroi au niveau des cœurs. À ce jour, chaque Béninois et Béninoise a entendu parler d'une escroquerie liée à la terre, un fléau qui ralentit, qu'on le veuille ou non, le développement du pays. Sous d'autres cieux, le foncier est au cœur de toutes les politiques de développement. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle l'État béninois a décidé de mettre les bouchées en définissant une politique nationale en matière foncière et domaniale. Pour plus de détails, écoutons Xavier Zola, juriste et expert en foncier. Si vous sortez de cette formation, vous avez une idée quand même claire des grands principes qui fondent la décentralisation au Bénin. Ensuite, nous allons parler des objectifs. Zola. Franck, le 1 là, non, c'est Zola, j'ai écrit. On n'a pas de développement à la base. C'est de la décentralisation. Non, mais c'est pas ici, ça commence à partir d'ici. Le journal. Mesdames et messieurs, toutes nos excuses pour cette erreur technique. Nous continuons cette édition. Et comme je le disais, comme dans bon nombre de pays africains, la question de l'accès à la terre est cruciale et malheureusement le Bénin n'échappe pas à cette situation. Au Bénin, lorsqu'on évoque cette question, les visages des uns et des autres se crispent et l'on peut lire un certain désarroi au niveau des cœurs. À ce jour, chaque Béninois et Béninoise a entendu parler d'une escroquerie liée à la terre, un fléau qui ralentit, qu'on le veuille ou non, le développement du pays. Sous d'autres cieux, le foncier est au cœur de toutes les politiques de développement. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle l'État béninois a décidé de mettre les bouchées en définissant une politique nationale en matière foncière et domaniale. Pour plus de détails, écoutons Xavier Zola, juriste et expert en foncier. Il n'y a pas de politique de développement à concevoir, à mettre en œuvre. Si vous ne réglez pas la question du foncier, surtout quand vous parlez d'aménagement du territoire, quand vous parlez de production agricole, donc pour faire l'agriculture, il faut vraiment, les investisseurs ne viendront faire l'agriculture que lorsqu'ils sont sûrs qu'ils ne vont pas commencer demain, on va remettre en cause leur droit de propriété ou bien les baux qu'ils auraient fait. Quand vous parlez donc d'état civil, pour être sûr de l'état civil de quelqu'un, il faut pouvoir le localiser. Donc les questions d'adressage. Aujourd'hui nous avons des adressages multiples et multiformes. Les géomètres utilisent leur adressage. Vous allez voir l'eau, temps, parcelle, temps.
Vous allez dans les services des régies fonciers urbains, ils ont le QIP, quartier îlot-parcelle. Vous avez maintenant ce qu'on voit dans nos villes, notamment à Cotonou, il y a Porte-Nouveau, il y a Commun, l'adressage rue entrée de parcelles. Donc les adressages se multiplient. Tout ça a amené un certain nombre de forces sociales à entamer des consultations qui ont amené l'État béninois à définir une politique nationale en matière foncière et domaniale. Et cette politique nationale qui a été adoptée en juin 2011 a abouti à l'adoption et à la mise en œuvre de la loi numéro 2013-01 du 14 août 2013 portant code foncier et domanial en République du Bénin. Il faut donc noter que ce code est venu unifier la législation foncière et domaniale en République du Bénin. Donc il y a un seul code qui régit tout ce qui concerne le foncier et le domanial en République du Bénin depuis donc, le 14 août 2013. La réforme foncière qui est en cours dans notre pays doit être suffisamment divulguée et les populations doivent mieux être informées parce que l'acquisition des terres intéresse tout le monde et à cet effet, le législateur a prévu certains dispositifs. Des dispositifs que nous énumère ici l'expert en foncier Xavier Zola. Aujourd'hui, le législateur a prévu un dispositif à deux niveaux. Toujours s'assurer de ce que celui qui veut vendre une parcelle, une terre, un bien immeuble, est le propriétaire. Vous ne pouvez pas vendre ce qui ne vous appartient pas. Pour s'assurer justement, le vendeur, soit il dispose d'un titre foncier, ou il dispose de ce que le code a appelé un acte de présomption de propriété, c'est-à-dire un acte qui présume qu'il est le propriétaire. Ou soit, il a un des actes que je vais citer, il y a l'attestation de détention coutumière. Ça, c'est une innovation de la réforme donc, du code foncier qui peut être délivrée sur ces parcelles. C'est après une enquête publique qui est sanctionnée par un PV. La modification du code qui est intervenue l'année passée, en 2017, a donné cette compétence au commun. Donc, c'est au maire que le requérant adresse une demande si il veut donc se faire établir son attestation de détention coutumière et le maire fait organiser l'enquête par la structure villageoise de gestion foncière. Quand l'enquête est concluante, le maire va vous délivrer donc l'attestation de détention coutumière. Donc, il y a l'attestation de recasement quand vous êtes en zone lotie. Il y a les avis d'imposition des 3 dernières années. Il y a le certificat administratif. Il y a le certificat foncier rural dans les zones où il y a eu le plan foncier rural, le PFR, qui a été établi. Et il y a le certificat d'inscription. Donc ça, c'est les actes que le code qualifie d'actes de présomption de propriété. C'est ça qui atteste qu'il est propriétaire ou qu'il est présumé propriétaire avant qu'il ne passe à la vente. Concernant l'acquisition de la propriété foncière, l'expert a ajouté que de nouvelles règles régissent désormais la formalisation des transactions foncières et ce depuis 2013 au Bénin, mais il a profité pour mettre un accent particulier sur les conventions de vente. Les conventions de vente sont juste des contrats qui viennent sanctionner une transaction pour attester que le bien immeuble, la terre, est passé donc du vendeur à l'acheteur. C'est pour ça qu'il est toujours demandé à tous les détenteurs de conventions de vente de faire enregistrer donc leurs conventions. Les conventions enregistrées vont primer sur les autres. Il faut noter que tout ce qui est en train d'être fait, il y a tous les titres fonciers, on en a environ 45 000 dans le pays, tous ces titres fonciers qui sont en train d'être numérisés en ce moment. Une fois que ce processus de numérisation va finir, on sera sûr par exemple que tous les titres fonciers, vous pouvez vérifier leur authenticité ou non. Il n'y aura plus, comme on entend souvent ici et là, qu'il y a de faux titres fonciers qu'on délivre dans les rues. Ce ne sera plus possible parce que quand quelqu'un vous produit un titre foncier, vous pouvez aller vérifier dans la base de données. Ça c'est un. Deuxième chose, il y a le cadastre sur lequel il y a un travail qui se fait et qui va amener un enregistrement de toutes les parcelles dotées ou non de titres fonciers sur l'ensemble du territoire national. C'est à partir de ce moment vraiment qu'on pourra être sûr que chaque parcelle a un numéro unique parcellaire à l'étape actuelle. C'est pour ça que le code a insisté pour que le vendeur doit pouvoir prouver qu'il a un titre foncier sur la parcelle ou sur le bien immeuble ou qu'il est présumé propriétaire avant de vendre. Parce que vous ne pouvez pas vendre ce qui ne vous appartient pas. Et je crois que ce n'est pas vraiment évident de dire bon, il n'y a pas eu de convention, même enregistrée sur une parcelle. C'est parce que là. La terre est un bien précieux, mais une terre sécurisée, c'est encore meilleur. Tâchons tous d'être informés sur la réforme foncière dans notre pays. Il y va de notre intérêt à tous. C'était un reportage de Billy Laibi.
Le régime de déclaration et autorisation des organes de presse au Bénin est plus que d'actualité. Aujourd'hui, les professionnels des médias sont confrontés à une décision prise par la haute autorité de l'audiovisuel et de la communication AC. Cette décision intime l'ordre aux organes de presse de se conformer à la loi organique en vigueur au Bénin. Donc, contrairement à ce que pourrait croire bon nombre de professionnels des médias, le ministère de l'Intérieur ne délivre plus aucune autorisation concernant le régime de déclaration et autorisation des organes de presse au Bénin. Mais vu l'inertie observée par la HAC à ce propos, certains professionnels des médias en ont profité au maximum et pointent par la même occasion un doigt accusateur vers l'institution HAC, une situation que l'ancien conseiller à la HAC, Agapit Maforikan, n'admet guère. Il s'explique. C'est parce que les HAC sont restés apathiques, tout comme les citoyens. Qui faut qu'on a attendu maintenant pour parler de la déclaration de la HAC. Normalement, le ministère de l'Intérieur cesse d'exister depuis que la loi organique de la HAC a dit que les pièces de la loi 72 sont déposées auprès de la HAC. Depuis la loi organique de 92, on a produit un document. Le document n'est pas sorti. Avec le mandat de Donata, ils l'ont sorti. Et c'est comme ça qu'ils ont commencé par sortir les journaux ayant une existence légale. Quand ils commencent par sortir les journaux ayant une existence légale, c'est qu'ils s'approprient le droit. Mais le ministère de l'Intérieur a continué. Le ministère de l'Intérieur doit être informé. La loi l'a dit. L'article 183 de la loi 2015-7 a précisé les pièces de la déclaration. L'article 184 a dit la HAC notifie la déclaration préalable et toutes les modifications au ministère de l'Intérieur et au procureur de la République territoriale. Donc normalement, il faut que les gens appliquent la loi. Demandez à la HAC de vous notifier ça. Et ils doivent pouvoir le faire. Je pense que nos tests n'ont aucun problème. La loi 2015-7 n'est peut-être pas allée plus loin, mais déjà, le cadre légal, il est meilleur. La HAC ne constitue pas pour moi un problème, là, je n'ai jamais constitué un problème. Aujourd'hui, il n'est pas du tout opportun pour les professionnels des médias de s'en prendre à la HAC, a-t-il expliqué. D'ailleurs, Agapit Maforikan ajoute que par rapport à la dite loi, les associations fertières sont les courroies de transmission d'informations entre la HAC et les professionnels. Il revient ici sur la loi et déplore aussi le manque de culture des journalistes. On a prévu les régimes de déclaration et d'autorisation. Par rapport aux journaux qui ont existé, l'article 341. Cette loi-là, c'est l'une des rares lois qui a suivi un processus participatif dans son évolution. Regardez les annales de l'annonce des médias. UPMB, regardez-vous les annales. PMP a regardé les annales. ODEM, regardez les annales. Combien de séminaires on n'a pas fait? Combien de validations on n'a pas fait? Combien de propositions on n'a pas fait? On a eu le temps d'apporter suffisamment d'informations dans ces documents. Ce qui est là n'est peut-être pas meilleur. Déjà, même à sa promulgation, elle était déjà dépassée en bien des endroits. Mais nous avons eu le temps. Maintenant, si nous-mêmes, on ne lit pas, si on a une absence chronique de culture, si on est individualiste, si on est incapable de nous prendre en charge en nous jetant pied mais lié à la HAC, on ne peut pas aujourd'hui dire que les pouvoirs publics sont responsables du ci ou de ça. Et à la HAC n'a pas manqué de fustiger le comportement peu orthodoxe des hommes des médias et le manque d'initiative dont ils font preuve. Nous sommes une profession qui veut se faire prendre en charge en tout lieu. Aucune initiative, aucune envie de se rendre indépendant. Et après, on dit oui, c'est les autres. Non, ce n'est pas les autres, c'est nous. Donc cette loi est une des rares qui a été prise de manière participative. Je le dis, je le dis. Et donc, on ne peut pas faire un procès aujourd'hui à la loi. Dans l'absolu, la loi est d'application stricte. Nous sommes une profession qui veut se faire prendre en charge en tout lieu. Aucune initiative, aucune envie de se rendre indépendant. Et après, on dit oui, c'est les autres. Non. Ce n'est pas les autres, c'est nous. Donc cette loi est une des rares qui a été prise de manière participative. Je le dis, je le dis. Et donc, on ne peut pas faire un procès aujourd'hui à la loi. Dans l'absolu, la loi est d'application stricte. Il était au micro de Tatiana Aranda. Le développement local a un contenu grâce aux objectifs de développement durable définis par les nations en 2015. Aujourd'hui, force est de constater que la majorité des cibles se trouvent dans les compétences de collectivités territoriales. Mais pour être au parfum de cette réalité, il faut non seulement comprendre, mais aussi être informé. C'est donc grâce à cela que l'on peut facilement comprendre les principes de base de la décentralisation. Après donc quelques années de pratique, il urge que le citoyen de façon générale et les hommes des médias en particulier s'imprègnent mieux de la décentralisation. Ce sera tout pour cette édition, mais avant, voici le rappel des titres.
Le problème domanial, un véritable casse-tête au Bénin. Que dit la réforme foncière à ce propos? Vous avez eu les éléments de réponse dans ce journal. Désormais, tous les organes de presse doivent se conformer à la loi organique en vigueur au Bénin. Une décision de la haute autorité de l'audiovisuel et de la communication. En quoi consiste cette décision? Les précisions ont été données dans cette édition. La mise en onde a été assurée par Raoul Santos. À la présentation, Sabine Kikadi. Bonne journée à toutes et à tous en compagnie de la Voix de l'Excellence. Excellente journée à vous sur l'UCE Radio. La page Afrique. Bonjour Philippe. Bonjour Tatiana. C'est à lui que revient la lourde tâche de nous présenter les nouvelles africaines ce matin et nous commençons par le Togo. Oui, au Togo, les 14 partis composant l'opposition étaient mercredi, n'est-ce pas, dans la rue de Lomé. Et ils ont été renforcés par les syndicats de la santé et de l'éducation. L'objectif est de marcher contre 50 ans de règne sans partage et pour l'alternance au pouvoir. Dans le même temps, Tatiana nous dit que les jeunes de la mouvance étaient aussi dans le mouvement. Ils ont marché également eux-mêmes et réclamaient, eux autres, l'harmonie et la paix pour le développement du Togo. C'était vraiment une fête. Au Mali, 2 soldats maliens ont trouvé la mort à Gao. Oui, à Gao, 2 soldats maliens ont trouvé la mort. Leur véhicule est passé sur une mine. C'était à Bouel. N'est-ce pas que ça s'est passé? Et alors, d'autres personnes ont connu, n'est-ce pas, des bois par rapport à ça. En Congo RDC, le gouvernement demande l'extradition du général Don Chikamu. Oui, le gouvernement congolais demande l'extradition de John Timangou, actuellement dans les mains de la justice tanzanienne. Ayant connu une démobilisation volontaire il y a 12 ans, ce général congolais s'était déclaré opposant du pouvoir en place. Il avait promis avoir la peau du président Désiré Kabila. Pour le moment, la Tanzanie résiste à la demande d'extradition de Congo. Au Kenya, le gouvernement ne prend pas acte de l'investiture de Raila Odinga. Oui, Tatiana, au cours d'une conférence de presse tenue hier à Nairobi, le ministre de l'Intérieur, Fred Matiang'i, a qualifié la cérémonie d'investiture de Raila Odinga, n'est-ce pas, d'acte de destitution du gouvernement en place. Alors, les chaînes qui ont relayé cette information ou cet événement, alors, sont sanctionnées. Ils ont été suspendus. On va au niveau du vieux continent où la Société nationale des chemins de fer de France est condamnée à payer 180 millions d'euros à chacun des 848 Chibanis exploités. Oui, plaignant, n'est-ce pas, contre la forme d'exploitation dont ils ont été victimes vis-à-vis de SCF, n'est-ce pas? Il y a dans les années 1970 et 1980, 848 Chibani, n'est-ce pas, ont eu gain de cause. Les cheminots marocains sont des cheminots marocains. Ils ont reçu chacun, ou on a promis leur donner chacun 180 000 euros. C'est le verdict de la Cour d'appel de Paris qui a condamné la Société des chemins de fer de France de discrimination. Alors, les survivants et puis les avocats ont crié victoire. Restons toujours en France où Mathieu Gallet est relevé de ses fonctions. Oui, malheureusement, le responsable de Radio France, bien sûr, est démis de ses fonctions. Alors, cette décision a été prise hier par le Conseil supérieur de l'audiovisuel français. Mathieu Gallet, c'est ça, c'est son nom effectivement. Donc, il a été, n'est-ce pas, responsable de l'Institut national d'audiovisuel. Et c'est là qu'il avait connu une légèreté. Il a, n'est-ce pas, il a donné de marché sans suivre l'ordonnance en la matière. Et c'est ça qui le frappe aujourd'hui. Terminons par la Cisjordanie. El Fati risque 12 ans de prison ferme. Oui, El Fati risque 12 ans de prison. Elle a été arrêtée parce qu'elle a giflé 2 soldats israéliens. Alors, cette adolescente de 12 ans a écopé 12 chefs d'accusation. Alors, actuellement, elle serait sous le coup de la loi.
Merci beaucoup Philippe, on se retrouve pour le 13h. Merci. Page Afrique. Le sport. Tout le sport. C'est sur la voie de l'excellence. La page sportive nous sera présentée ce matin par Jean-Luc Dagan. Bonjour. Bonjour Tatiana. Affiche de la grande finale du CHAN 2018. Oui, Maroc-Nigeria, c'est bien l'affiche de la grande finale du championnat d'Afrique des Nations 2018 qui se déroule du côté du Maroc. L'équipe du Maroc a battu en demi-finale la modeste équipe de la Libye. Quant au Nigeria, il a eu son ticket en battant l'équipe du Soudan. Il faut dire que la grande finale du CHAN 2018 aura lieu le dimanche prochain. Coupe de la Ligue, Monaco gagne Montpellier. 2-0, c'est par ce score que le club de la Principauté a pris le dessus hier lors de la demi-finale de la Coupe de la Ligue. Les 2 buts de l'AS Monaco ont été l'ouvrage du Colombien Radamel Falcao. La finale de la Coupe de la Ligue mettra aux prises Monaco et le Paris Saint-Germain. Merci beaucoup Jean-Luc, on se retrouve à 13h pour une page sportive plus détaillée. Exactement. Merci beaucoup. Excellente journée à vous sur UCE Radio, la une des journaux. Nous commençons cette une des journaux par le Béninois libéré, avalanche de critiques et de fausses accusations contre Talon. Qui sera finalement bon pour nous, s'interroge le Béninois libéré. Le Canard de Ménotin, Fraternité pour sa part titre en manchette, construction d'infrastructures de développement, l'aéroport de Glodjibé, Talon donne le top le 20 février prochain. Le grand jury, pour sa part, nous dit ceci, fin de la grève dans le secteur de la justice, 28 jours de défalcation guettent les magistrats. Le Nokwe, pour sa part, informe prétendue mauvaise gestion financière au Parlement par Maître Adrien Ngbeji, des clarifications du secrétariat général de l'Assemblée nationale. Info Plus, pour sa part, nous dit vaine polémique autour du salaire des collaborateurs du chef de l'État. Les usines à Intox reprennent du service. Autre titre à la manchette de Info Plus, consommation efficiente et efficace des crédits du ministère de l'enseignement secondaire. Maounion Capo résolu à atteindre ses objectifs. Notre temps, après 28 jours de grève des magistrats, qu'en est-il du droit des justiciables abusés et ignorés? Terminons par Matin Libre, 13 mois après le lancement du PAG, où sont les 5000 premiers logements sociaux? Ce sera tout pour la revue de ce 7h. Nous nous retrouverons à 10h pour une revue plus détaillée. L'invité du jour, c'est sur la matinale. L'invité du journal de ce jeudi est Gildas Monou, docteur en droit privé. Il est également spécialiste des questions du droit de travail, des normes internationales du travail. Reçu par Jean-Luc Dagan, l'invité parlera au cours de cette interview du droit de grève en République de Bénin. En vue d'appuyer des revendications professionnelles et en vue de défendre les intérêts matériels et moraux d'une certaine catégorie de travailleurs. En tant que tel, la grève est un moyen essentiel de défense des intérêts des travailleurs. Elle a son assise à l'article 31 de la Constitution qui prévoit que l'État garantit le droit de grève. Mais les dispositions de ce même article prévoient in fine que les conditions de jouissance et d'exercice de ce droit de grève sont prévues et encadrées par le législateur. Il s'agit là d'un droit certes fondamental, mais d'un droit qui n'est pas intangible à partir du moment où il peut faire l'objet d'assouplissement et d'aménagement et d'exception de la part du législateur. C'est ainsi que le législateur a déjà pris en 2002 une loi portant conditions d'exercice du droit de grève en République du Bénin. Le champ d'application de cette loi numéro 2001-09 du 21 juin 2002. Les dispositions de la présente loi s'appliquent au personnel civil,
de l'État et des collectivités territoriales, ainsi qu'au personnel des établissements publics, semi-publics ou privés, à l'exception des agents à qui la loi interdit expressément l'exercice du droit de grève. Le législateur lui-même a prévu que le retrait du droit de grève fait partie des modalités d'aménagement de ce droit-là. On peut le restreindre, on peut le limiter et on peut le supprimer. Beaucoup de gens ne prennent pas en considération cette portion de phrase de l'article 2 de la loi portant droit de grève en République du Bénin. C'est sur cette base que le législateur, quelques années plus tôt, sous la présidence de son Excellence le Président Yahi, on avait assisté au retrait de grève à des paramilitaires, en l'occurrence les douaniers. Oui, Monsieur Monou, que pensez-vous du fait que le gouvernement veuille faire appel aux anciens magistrats? Ce n'est pas une pratique inédite. Je ne suis pas totalement dans l'économie de cette réforme pour en apprécier véritablement les tenants et les aboutissants. Il y a ce qu'on appelle ailleurs les magistrats honoraires, mais pour qu'on en vienne à solliciter des magistrats qui ont admis à faire valoir leur droit à la retraite, cela suppose qu'il y a non seulement un déficit qualitatif et quantitatif de magistrats expérimentés dans la fonction publique. Est-ce que c'est actuellement le cas? Vous comprendrez que je ne puisse pas opiner là-dessus, étant entendu que je n'ai pas les données qui ont commandé cette réforme-là. La justice béninoise est-elle à la croisée des chemins? La jouissance ou non du droit de grève, est-ce qu'elle renforce l'indépendance du pouvoir judiciaire? La grève est un moyen pour appuyer les revendications d'une certaine catégorie de travailleurs. Mais en tant que tel, je l'ai dit, la grève n'est pas intangible. Les magistrats constituent ce qu'on appelle le pouvoir judiciaire et en tant que tel, ils sont un pilier essentiel de l'État et ils exercent même une fonction d'autorité au nom de l'État. C'est donc à la fois un service essentiel et stratégique. Sur cette base, on peut considérer qu'une cessation collective, concertée, de façon intempestive et prolongée est de nature à saper le fonctionnement régulier des organes de l'État. Et de ce point de vue, on peut penser à bon droit qu'il n'est pas illégitime d'encadrer, de supprimer le droit de grève aux magistrats. Bien entendu, il faudra envisager des garanties compensatoires pour qu'on n'aboutisse pas à un musellement de la langue et des voix dans la magistrature. Et je suis sûr que ces garanties compensatoires qui peuvent consister à des procédures arbitrales indépendantes qui permettraient quand même au troisième pouvoir de dire ce qui ne va pas quand il le faudra. Merci beaucoup à Jean-Luc. Je rappelle que l'invité du journal de ce jeudi était Gildas Monou, docteur en droit privé. Il est également spécialiste des questions du droit de travail dans les normes internationales du travail. Il était reçu par Jean-Luc Dagan. Avec Jean-Luc, l'invité a parlé du droit de grève en République du Bénin. À présent, l'instant chronique. La chronique du jour. Pectorale est parfaite. En vos noms et le nôtre, retournons à l'école. Le mardi 18 janvier 2018, une décision d'exclusion de 2 filles a été rendue publique. Il s'agit de Pectorale et parfaite, étudiantes à HECM. Qu'ont-elles fait? Elles ont tenu des propos obscènes, pornographiques, selon les thèmes du conseil de discipline siégeant pour leur exclusion. En effet, les 2 étudiantes ont tourné une vidéo de 27 secondes pour répliquer à d'autres filles étudiantes de l'UCAO dans le cadre d'un challenge lié aux mœurs légères. La décision d'exclusion des 2 étudiantes pose 2 problèmes majeurs. Un problème d'éducation et un problème de pédagogie. Problème d'éducation parce que l'université n'est pas seulement le lieu où on vient apprendre, c'est aussi le lieu où on éduque. L'université, c'est le prolongement de la famille. Par conséquent, il y a des erreurs qu'on doit accepter, corriger, parce que l'enfant qui naît procède par étapes avant de devenir adulte. Et c'est cela le processus de l'éducation. Ne pas comprendre que l'université est le prolongement de la famille, c'est choisir la voie de la facilité. En procédant à l'exclusion de ces 2 filles, qui certes ont commis un acte répréhensible, l'université se renie, car elle n'est pas seulement l'univers des sciences, elle est aussi l'univers où l'âme se forge, où l'esprit s'affine. Ce n'est pas seulement l'esprit de géométrie. Et
en refusant de donner une seconde chance à Pertural et Parfaite et aux autres filles, HECM a renoncé à sa vocation, la vocation de faire des étudiants des citoyens de demain. Le citoyen de demain, c'est celui qui a pris part l'expérience du feu, c'est celui qui a réussi à commettre des erreurs, mais c'est rétabli de ces erreurs par des sanctions exemplaires. L'exclusion n'est pas une sanction exemplaire, car l'exclusion ouvre la porte à d'autres fléaux, comme par exemple le suicide, comme par exemple le doute permanent de soi, comme par exemple l'estime de soi qui est désormais saccagée. Il faut donner une chance aux étudiantes en leur demandant de se repentir. Le repentir est essentiel, car quand il est sincère, ça ouvre des portes, ça ouvre d'autres perspectives pour la personnalité. Et l'exclusion ne peut qu'être qu'un cas extrême. Si à chaque incatade, l'université doit procéder à l'exclusion, c'est qu'elle n'a pas la compétence de sa compétence. Et ne pas avoir la compétence de sa compétence, c'est se détourner de la pédagogie prospective. Et qu'est-ce qu'est la pédagogie prospective? Elle met l'étudiante au cœur de l'avenir. Elle met l'étudiante au cœur du projet éducationnel, en lui donnant la chance de s'auto-réguler, en lui donnant les outils nécessaires de se remettre en cause, mais d'entamer un nouveau parcours. L'exclusion, elle n'est pas la chose la mieux partagée. L'exclusion, elle n'est pas un encouragement aux différentes politiques éducatives en cours dans notre pays. L'ONU, l'UNICEF, l'UNESCO continuent de demander la scolarisation des jeunes filles. Pendant ce temps, les filles qui ont réussi à passer les étapes, les tamis du primaire, du secondaire, les voilà arrivées à l'université et à la moindre incatade, liées au temps, les tics, le temps, les réseaux sociaux, on les exclut. On ne rend pas honneur à l'effort de l'État, à l'effort de l'humanité, de faire de nos filles les mères de nos familles, de faire de nos filles l'avenir. Car une femme éduquée, une femme instruite, une femme qui a un niveau supérieur, c'est toujours un gage de sécurité pour la famille. Voilà pourquoi il ne faut pas désespérer de Pertural et Parfaite en leur donnant une seconde chance, en leur permettant de retourner à l'école, en leur permettant d'être demain des femmes qui éduquent, car en les excluant tels que les conseils de discipline extraordinaires l'ont fait, on les propulse dans la rue, on les propulse sur les pavés, on les propulse vers le désespoir. Et ce sont des enfants, des milliers d'enfants qu'on vient aussi d'exclure de l'éducation. Il est temps de se rattraper par humilité, par engagement, par patriotisme et aussi par amour pour les femmes. Il est donc temps que les universités puissent aller à la rencontre d'elles-mêmes, entamer le nouveau parcours du discours, celui de ramener la femme au cœur de l'éducation. Ramener la femme au cœur de l'éducation, c'est procéder à une seconde lecture des décisions d'exclusion. Pertural, Parfaite, Richnel, elles ont besoin de retourner à l'université. Si les universités faillissent à ce devoir, il appartient à l'État, régulateur de l'enseignement, régulateur de tout et de la vie, de prendre ses responsabilités. Prendre ses responsabilités, c'est donner une seconde chance à Pertural, à Parfaite, à Richnel et à toutes ces filles qui ont été abusées, soit par un cul d'âme, soit par les manipulations technologiques pour leur permettre d'éduquer une famille, d'éduquer des enfants parce qu'elles sont des mères potentielles. Merci pour votre aimable attention. Merci beaucoup à toi, Herbert Onigo. Je rappelle que l'éditorialiste s'est prononcé au sujet de l'exclusion des étudiantes suite à leur vidéo pornographique. Alors, pour en débattre ce matin dans ce studio, j'ai avec moi Modeste Adani, bonjour. Bonjour Tati. Jean-Luc Gadji, bonjour. Bonjour Tati. Et Yves Lokossou. Bonjour Tati. Alors Modeste, je te cède mon fauteuil. Merci Tati de me céder votre fauteuil. Une fois encore, nous voulons dire bonjour à tous nos auditeurs parce que ce sont eux qui font que nos programmes ont du sens ici. Et sans vous répéter, je reçois pour décrypter donc cet éditorial de l'éditorialiste Herbert Onigo et Jean-Luc Gadji évidemment et Yves Lokossou. Alors Yves Lokossou, vous avez suivi cet éditorial. L'éditorialiste est très clair dans ses propos. Il n'approuve pas la décision du conseil de discipline de HECM qui exclut Pertural, Richnel et Parfaite. Est-ce votre avis? Merci Modeste. Alors, moi j'ai un avis contraire par rapport à l'éditorialiste. À mon humble avis, cette décision est salutaire. Dans la mesure où le premier jour que moi j'ai eu connaissance de cette vidéo, j'étais énervé comme une guêpe. On devrait aller au-delà du renvoi, les envoyer dans un poste de police pour les donner.
des coups de fesses. Je dis bien des coups de fesses. Et sinon, ces filles, à la longue, seront capables d'exposer leur corps à la vente aux enchères des pachas qui viendront nourrir leur libido et faire monter leur orgasme au paroxysme de l'excitation. Et j'ai également comme impression qu'il n'y a pas de personnes âgées. Et pour ces filles, pour les enseigner quand même les plus élémentaires des politesses. Et je ne saurais dire m'aide à cette décision, mais je dis tout simplement amen. Alors, Modeste, l'école, vous n'êtes pas sans savoir que l'école n'est pas quand même un lieu de pornographie. Donc, je salue cette décision. Merci. Vous saluez cette décision, voilà, qui est claire. Il prend juste le contre-pied de la position de l'éditorialiste. Jean-Luc, est-ce que c'est votre position aussi? Merci Modeste. Moi je pense tout de suite que c'est une décision. En fait, c'est une plume que je respecte au passage. C'est un aîné. Je me rappelle quand j'étais encore dans les couloirs de la presse universitaire, c'est ces gens de personnes qui venaient nous donner des formations. Donc je salue la plume de Hébert. C'est une plume que je respecte, je l'ai dit. Et puis cette affaire de Bangala, ça a fait trop de dégâts. Ça a commencé d'où? Ça a commencé par deux filles de UKO qui étaient en uniforme et qui ont imité une scène de dessin animé. Et quand moi j'ai vu quand je vois ce que ça a eu pour par la suite dans les médias, sur les réseaux sociaux, on a saccagé ces filles-là, on les a sapé proprement le moral, on est allé trop loin. En plus, pour répondre à ces filles, on a vu des filles de HCM dont vous parlez justement, dont elle parle dans sa chronique, et ces filles qui ont peut-être, parce que elles, on a vu de l'amateurisme, on a vu des filles qui n'étaient même pas en uniforme, mais qui avaient vraiment envie de jouer avec le nom de leur école. Ça, on s'entend. Parce qu'ils ont même cité HECM. Les autres n'ont même pas cité IKO. Elles étaient juste en uniforme. Mais les filles de HECM ont dit, nous à HECM, nous apprenons, nous ne suçons pas pour ne pas être un peu vulgaire. Donc elles ont été loin. Ça s'entend. Mais à côté de ça, même le bon Dieu ne veut pas la mort du pécheur. Le bon Dieu ne veut pas la mort du pécheur. Elles ont fait ce qu'on peut réprimander. Elles ont fait quelque chose qu'on ne peut pas supporter parce qu'elles ont même, on a derrière leur intention, on sent qu'elles ont l'intention de salir le nom de leur école. Mais à côté de ça, il y a l'éducation. À côté de ça, il y a la repentance. À côté de ça, il y a le rôle de l'université d'assurer, disons, au-delà de l'éducation, de donner le savoir-être, le savoir-vivre en société. Et puis c'est de ça il s'agit en fait. C'est de ça il est question. Et puis c'est pour ça que nous sommes là. Parce que nous, en tant que journalistes, il faut quand même savoir que nous avons un rôle d'orienter. Nous ne sommes pas des donneurs de leçons, certes. Mais nous avons quand même le rôle d'éclairer. Aujourd'hui, on parle des politiques d'éducation, on parle des politiques de mise des filles à l'école. Et puis les institutions internationales supportent ça proprement. Alors, donc dans ce contexte-là, on ne peut pas quand même encourager le renvoi des filles, on ne peut pas quand même encourager la mise dans la rue des filles qui ont eu le mérite de faire un parcours scolaire, qui ont eu le mérite de faire le primaire, le secondaire et l'université. Alors si je vous comprends bien, ça veut dire que vous soutenez l'éditorialiste. Vous êtes de son bord de toutes les façons. Alors, et tout le monde le sait aujourd'hui, hein, cette vidéo qui a été tournée, c'était une forme d'atteinte à la pudeur, hein, c'était une forme d'atteinte à nos bonnes mœurs. Alors, est-ce que vous soutenez ça? C'est clair qu'on ne vient pas dans les médias, on ne vient pas devant un micro de radio d'une maison qui se respecte comme Esaü pour venir soutenir la pornographie, pour venir soutenir cette manière de s'exhiber là. Oui, je vous ai posé cette question parce que j'ai l'impression que vous n'êtes pas d'accord avec l'exclusion. Vous trouvez que l'exclusion elle est trop dure. Qu'est-ce qu'il fallait faire? Cela ne veut pas dire qu'elles n'ont pas commis un acte qu'on peut réprimander. L'exclusion, elle est juste dure, c'est tout. Si vous renvoyez les filles, c'est pourquoi moi, quand je prends du recul, quand je vois la forme de la chronique, je dis que de l'éditorial, parce que l'éditorial, pardon, c'est une prise de position d'un organe. Et quand je vois la forme, je me dis, et quand je constate, quand je sais que Esaü c'est une école, je dis que c'est une position qui est bien prise. Parce que Esaü, au-delà du groupe de presse que ça forme, au-delà de Esaü TV, de l'informateur, il y a aussi une grande école derrière. Et une université de tu crois. Ça veut dire que c'est une position que l'université a prise pour pouvoir dire clairement que non, il faut quand même encourager les filles à évoluer. On parle de manque de femmes, on parle du taux insignifiant des femmes dans les instants de décision chez nous.
le débat devient de plus en plus récurrent. Et dans le même temps, on exclut les filles. Moi, je pense que c'est une décision trop facile des HECM et ils n'ont pas voulu vraiment. Je dirais même à la limite que c'est une décision, disons, épidermique. Alors Yves Lokossou, vous soutenez cette décision du conseil de discipline de HECM. Encore alors, la décision du conseil de discipline de cette école est légitime et fondée pour vous? Alors, merci Modeste encore une fois, et je soutiens Bodicus et Bec avec cette décision est prise par ces autorités. Alors, permettez-moi de revenir rapidement sur ce que Jean-Luc a dit. Il dit bien que le bon Dieu ne veut pas la mort du pécheur. Mais si vous ne voulez pas mourir, il ne faut pas pécher. Il ne faut pas pécher. C'était juste une parenthèse. Alors, et pour répondre maintenant à votre question, je dis que je suis très content de cette décision parce que il faudrait qu'on arrête avec ces balivernes dans ce pays. On envoie justement les filles à l'école pour étudier et non pour parler de Bangala. Affaire Bangala, ça ne donne pas une bonne image à ce pays. Ça sent mauvais alors. Ça sent mauvais, ça pue, ça sent mauvais. Donc je pense que cette décision elle est salutaire et je la soutiens quand même. D'accord, Jean-Luc, ne trouvez-vous pas aussi que cette dérive de comportement, ces écarts de conduite sont des résultants, des corollaires, des ratés de l'éducation de base? Non, quand vous posez le problème de l'éducation, vous posez un grand problème, vous posez un problème global. Et puis l'éducation, ça ne se limite pas à l'université. L'éducation, c'est depuis la maison, et puis la maternelle, le primaire, et puis le secondaire, enfin l'université. Et au-delà même de l'université, nous avons la vie de tous les jours. Donc, le sujet en question, le sujet de Bangala, tel que c'est fait, tel que j'ai énuméré au début de mon exposé ici, tel que ça se présente, surtout pour le cas des filles de HECM, qui, eux, personne ne leur a rien demandé. Contrairement aux filles de UKO qui, elles par exemple, imitaient une scène de dessin animé. Les filles se sont levées comme, je ne sais même pas, elles n'étaient même pas en uniforme. Elles se sont levées pour pouvoir s'exhiber. Moi je condamne ça. Elles ont sali le nom de leur école. Mon discours est clair. Mais quand j'ai fini de condamner, quand j'ai fini de dire que ce n'est pas bien pour l'image, non seulement de leur école, parce qu'une école c'est des investissements, c'est une communication pour pouvoir tenir dans le temps et pourquoi pas dans l'espace. Mais là vous ne répondez pas encore à ma question. Maintenant, pour revenir à votre question, il faut quand même avoir de la compassion pour ces filles-là. Il faut quand même savoir que au-delà des gaps qu'on peut commettre dans la vie, et il faut. Je disais tout à l'heure que la décision était épidémique parce que il y a des dérives. Le conseil d'administration se réunit dans la foulée, et on siège et on prend une décision pour exclure. Mais pour exclure, moi je pense que c'est trop facile. Au-delà de l'exclusion, qu'est-ce qu'on fait pour ces filles-là? Après, on les renvoie dans la société, on les renvoie pour qu'elles puissent continuer leur affaire de Bangala dans les rues. Et je pense mais elles ont choisi, Jean-Luc, elles ont choisi. Elles ont choisi quoi? Elles ont choisi la rue quand même. Parfois, on fait des erreurs plus graves que ça, et puis on se repent, et puis on devient utile à sa société. Le problème, c'est que quand on les renvoie comme ça, on les jette à la rue, et puis il n'y a pas un dispositif mis en place, pour pouvoir contenir, pour pouvoir quand même les reprendre, pour pouvoir les recaser. Il n'y a pas, c'est ça justement le problème dont il s'agit ici. Écoutez Jean-Luc, si on ne renvoie pas ces filles, alors les autres filles vont commencer par faire pire. Dans les établissements privés. Je crois que nous allons évoluer dans le débat. Oui, on vous aura compris, nous allons évoluer dans le débat. Alors, l'éditorialiste a également invité le conseil de discipline de HECM à une relecture de la décision pour donner une seconde chance à ses étudiantes. Et est-ce que vous souscrivez à cette exhortation, Yves Lokossou? Non. Non. Moi, je suis vraiment sévère par rapport à ce qui s'est passé. Je dis non tout simplement parce que je l'ai dit tout à l'heure, et il faudrait quand même que la sanction soit due pour permettre à d'autres étudiants de ne plus répéter les mêmes erreurs. Mais je souhaiterais donc que ça soit une sanction appliquée et non seulement à HECM, mais à l'UKO. Toutes les filles qui ont répété ces balivernes doivent être sanctionnées sévèrement et dur.
Alors, à l'UKO, on n'a pas encore exclu, mais on a sanctionné quand même. Et je pense que là, on est beaucoup plus objectif. Ça, c'est mon point de vue, de toutes les façons. Voilà, je voudrais quand même que UKO aussi prenne ses responsabilités pour renvoyer tout simplement ces filles. Et que vont-elles devenir si on les renvoie? Mais je l'ai dit tout à l'heure. Elles ont choisi à faire Bangala, donc elles vont continuer les Bangala dans la rue. C'est ce qu'elles ont choisi. Je suis désolé. Jean-Luc Gadi, est-ce que vous souscrivez à cette exhortation de l'éditorialiste qui exhorte, sinon qui demande donc au conseil de discipline de HCCM de procéder à une relecture de cette décision? Moi, je pour vois donner une seconde chance à ces filles. Filigrane cette position de l'éditorialiste comme, disons, une main tendue pour ces filles-là. Peut-être, pourquoi pas à Esaü, parce que c'est une école aussi, je ne sais pas. Ok, donc... non, je vous rappelle qu'à Esaü, nous, on est mieux éduqués pour... Non, c'est de l'éducation, il s'agit. Non, mais partout, on est bien éduqués. Dans les autres universités aussi, on est bien éduqués. L'éditorialiste est en train de faire, disons, et de plaidoirie pour pouvoir quand même voir dedans, comme on le dit dans nos langues nationales, voir dedans pour ces filles-là. Donc, à partir de ce moment-là, on peut quand même voir dans la position de l'éditorialiste une position de tout faire, une position qui encourage à pardonner, une position qui encourage à prendre du recul. Comme quoi, quand une situation se pose, quand une situation imprévue surtout se pose comme ça, on ne prend pas une décision, disons, dans la foulée, on prend toute sa tête froide et puis on voit les pour et le contour de cette décision. Donc vous êtes pour la relecture de la décision aussi, vous? Je suis pour qu'on réintègre ces filles-là d'une manière ou d'une autre dans le système éducatif, c'est tout. Et nous tendons pratiquement vers la fin de ce débat, mais une dernière question pour vous, Jean-Luc. Pensez-vous que l'État peut vraiment quelque chose dans ce cas d'espèce? Parce que l'éditorialiste a invité l'État, sinon qu'il a interpellé même l'État, parce que pour lui, l'université est démissive. Qu'est-ce que l'État peut dans ce cas d'espèce? Et c'est là que je m'en vais vous surprendre. Parce qu'en réalité, ce qui se passe ici dans notre environnement, disons éducatif, c'est quelque part l'État qui a encouragé ça. L'État qui a encouragé ça tout simplement parce que très récemment, on a assisté à l'exclusion de 21, je sais si ma mémoire est bonne, étudiants de l'université, des universités nationales du Bénin, parce que ils ont eu, par exemple, à protester, à manifester. Moi, je pense que les décisions d'exclusion, c'est des décisions excessives. Si le privé arrive on arrive là aujourd'hui, c'est peut-être l'État qui leur a montré le chemin. C'est peut-être l'État qui leur a montré que à la moindre dérive, on peut exclure, on peut se défaire des étudiants pour les jeter dans la rue. Aujourd'hui, on parle de phénomènes sociaux. Aujourd'hui, on parle de Boko Haram. Aujourd'hui, on dénonce des vices dans la société, mais dans le même temps, on encourage les jeunes qui ont quand même une certaine conscience à aller à l'école, qui ont une certaine conscience à apprendre, jusqu'à l'université, s'il vous plaît. Dans les autres pays que nous citons souvent en exemple, ça ne se passe pas comme ça. Quand vous en arrivez à exclure des étudiants, mais vous avez un dispositif pour quand même les canaliser, parce que en réalité, quand on débourse des milliards dans la sécurité, mais c'est le début de l'insécurité en fait. Quand vous renvoyez à tout va les étudiants, les apprenants des universités, quand l'État se lève sur disons un coup de tête pour renvoyer 21 étudiants du système éducatif national, je pense que quand on n'a pas un dispositif pour suivre ça débouche forcément dans le vice. Et c'est de ça il s'agit. Donc, si le privé arrive là aujourd'hui, c'est peut-être l'État qui a peut-être ouvert les vannes. Alors, merci Jean-Luc. Yves Lequessou, vous pensez aussi que l'État peut quelque chose vraiment par rapport à cette situation? Qu'est-ce que l'État peut selon vous? Oui, merci Modeste. Jean-Luc, dans son intervention tout à l'heure, a jeté les torts sur le dos de l'État. Je ne suis pas du tout d'accord avec Jean-Luc parce que c'est deux choses différentes. Le sujet du campus, le sujet de l'université d'Abou-Bakar-Lavi est totalement différent du sujet de UKO, de l'affaire Bangala. D'accord? Donc, nous ne sommes pas là quand même pour mélanger les faisceaux, hein. Donc, je pense que, monsieur Jean-Luc, il vient de mélanger les faisceaux. Alors, je pardonne donc à votre témérité. Et moi, je pense que l'État
n'a rien à faire sur cette décision. L'État doit encourager tous les établissements à sanctionner sévèrement. Mais c'est déjà quelque chose à sanctionner faire sévèrement. de la part de l'État. Écoutez, à sanctionner sévèrement et ces filles ou ces étudiants qui commettent des actes aussi malsains. Voilà. Ok, quelque part aussi à la part des réseaux sociaux, hein, qu'est-ce que vous donnez comme conseil à nos chers étudiants, nos chers élèves pour qu'on n'en arrive plus là? Voilà, et parlant même des réseaux sociaux, et moi je pense que n'importe qui se lève aujourd'hui, qui a l'espèce sonnante et trébuchante, et s'approvisionne en portable de luxe. Et je me demande même là où il trouve l'argent, parce que nous parlons de la morosité économique au pays. Alors, et ces filles également qui achètent des portables et qui font... C'est pas des filles seulement, hein, voilà, oui, justement, bon, tout le monde, hein, je parle de tout le monde en général, et qui font de n'importe quoi avec ces portables, des poses pas possibles. Les portables sont devenus aujourd'hui, les réseaux sociaux sont devenus aujourd'hui des réseaux sexuels, si vous pouvez me permettre le thème, parce que si à chaque fois vous connectez, c'est de n'importe quoi, l'éducation, c'est pourquoi je reviens encore sur l'éducation pour dire que les parents doivent s'occuper quand même de leurs enfants et leur donner les plus élémentaires des politesses à la maison, parce que le constat est désolant aujourd'hui. Et si nous prenons par exemple et tout ce qui se passe dans le pays comme actes sexuels que les gens commettent dans les rues, mais c'est pas possible. Donc je pense que l'État pour ces filles doit quand même se faire consulter par des psychiatres pour vérifier s'il n'y a pas quelques arrayés qu'elles sont des malades, dans leur tête. Malades mentales. Vraiment, physiquement malades. De toutes les façons, on vous aura compris. Qu'est-ce que vous proposez pour assainir l'usage des réseaux sociaux? Parce que ils ont eu également une large part de contribution dans cette affaire de Mangala. Oui, d'abord, contrairement à Yves, moi je pense plutôt qu'on n'a pas besoin d'argent pour avoir accès aux réseaux sociaux aujourd'hui. On n'a pas besoin d'argent parce que les portables, ça ne coûte pratiquement rien pour avoir Facebook. Là, on a besoin d'argent. Si vous n'avez pas de l'argent, vous ne pouvez pas vous approvisionner. Et en plus de ça, je pense que les réseaux sociaux ne sont pas aussi, disons, quand on prend, nous sommes dans une sous-région. Quand on prend la Côte d'Ivoire par exemple, quand on prend le Nigeria, quand on prend même le Togo tout près, le Bénin est loin par rapport à ce qui se passe sur les réseaux sociaux. Cela voudra dire qu'on veuille ou pas, les réseaux sociaux vont s'imposer. Maintenant, la vraie question, la bonne question si vous voulez, c'est comment faire pour contenir ça, c'est comment faire pour contenir les dérives. C'est de là et on revient à notre sujet. Les premières filles, elles ont été tout simplement victimes parce que elles ne faisaient pas cette vidéo-là. Moi j'ai cherché, nous sommes journalistes par ailleurs, moi j'ai cherché et moi j'ai compris qu'elles ont imité juste et c'est même quelqu'un d'autre qui a balancé ça sur les réseaux sociaux. Ça veut dire que l'intention au départ n'était pas quand même de faire ce buzz-là, l'intention n'était pas de nuire à leur collège. Donc elles ont tout simplement été victimes. Donc la question des réseaux sociaux, là, elle a toute sa place dans ce débat. Comment on fait? Comment fait l'État? Comment fait l'ARCEP? Et tous les institutions, tous les organes qui sont chargés de réguler ça. C'est une grosse question. C'est une question d'actualité. Moi je pense que l'État doit réfléchir autrement pour pouvoir trouver des moyens pour mieux canaliser, pour mieux contenir les dérives qui peuvent advenir sur les réseaux sociaux tout simplement. Merci à toi Jean-Luc, merci à toi Yves Lokossou. Merci Modeste, c'est moi. Et Tati, voilà, c'est ici que prend fin notre débat de ce matin qui a porté donc sur l'éditorial de notre cher aîné Herbert Ouimbo. Merci. Salut au passage. Merci beaucoup Modeste pour cette modération. Je rappelle que l'éditorial de ce matin est un chef-d'œuvre de Herbert Onibo. L'éditorialiste s'est prononcé au sujet de l'exclusion des étudiantes suite à leur vidéo pornographique.